Donc, sur le premier exercice, donc, vous avez une figure donc, qui est constituée par des plis isopaques et des plis semblables. Donc, les plis isopaques sont à droite et les plis semblables donc, sont à gauche. Alors, donc, la première question, ou bien la question A. Donc, quelle est la différence entre ces deux types de plis? Donc, ça veut dire la différence entre ces deux types de plis. Alors, donc la différence, donc la première des choses, les plis isopaques, donc ce sont des plis qui gardent la même épaisseur au niveau de la charnière, au niveau des flancs. Et ce sont des plis qu'on trouve donc dans le niveau structural moyen. Et donc, ce sont des plis qui se forment par le mécanisme de la flexion et le glissement bon sur bon. Par contre, les plis semblables, donc ce sont des plis qu'on trouve donc en profondeur, donc ça veut dire dans le niveau structural inférieur. Ce sont des plis anisopaques qui ne gardent pas la même épaisseur. Et donc, ce sont des plis qui se forment donc, par le mécanisme de cisaillement simple hétérogène ou bien écoulement. Donc, comment se présente l'allure de l'or isogone? Donc, réaliser un schéma. Maintenant, donc, les isogones, donc, des plis isopaques et des plis semblables. Donc, l'isogones, donc, au cours, on a parlé donc sur une partie concernant la classification des plis et on avait donc une classification de Ramsey qui se base donc sur les isogones. Et on a dit que en général, Ramsey il a trouvé donc trois cas. Donc le premier cas, lorsque les isogones sont divergentes à l'extrado. Donc, dans ce cas-là, les plis sont isopaques. Et le deuxième cas, lorsque les isogones sont parallèles. Donc, dans ce cas-là, donc, il s'agit des plis semblables. Et le troisième cas, lorsque les isogones sont convergentes à l'extrado. Donc, dans ce cas-là, les plis sont anisopaques. Donc là, l'allure des isogones des plis isopaques, donc ça veut dire, donc je dessine un pli isopaque et je dessine les isogones, donc qu'elles soient divergentes mais à l'extrado. Donc dans ce cas-là, donc ça c'est le cas des plis isopaques. Par contre, les plis semblables, donc je dessine un pli semblable et je dessine les isogones donc, de telle manière qu'elles soient donc, parallèles. Donc, on va donc, regarder donc, les trois cas avec les schémas et bien sûr, donc, nous concerne seulement donc, le cas des plis opaques et des plis semblables. Donc, ça veut dire dans le cas des plis opaques, les isogones sont divergentes à l'extrado et dans le cas des plis semblables, donc, les isogones sont parallèles. Donc, si on tient compte du type et de l'intensité de déformation, de quelle action peut résulter les plis isopaques et les plis semblables? Donc là, donc les éléments qu'on peut tirer donc de cette question, donc il y a type et l'intensité de déformation. Donc ça veut dire, lorsque je parle donc sur l'intensité de la déformation, donc ça veut dire c'est le gradient de déformation. Donc ça veut dire en fonction des raccourcissements et en fonction des profondeurs ou bien de la profondeur,
Et le type de déformation, donc ça veut dire c'est le type de déformation, donc autrement dit, donc c'est le mécanisme, donc le mécanisme de déformation. Et donc ça, donc pour les plis isopaques et les plis semblables. Donc on a vu que pour les plis isopaques, on a dit que ce sont des plis qui se forment donc dans le niveau structural moyen. Donc ça veut dire une intensité moyenne, donc des raccourcissements. Donc au fur et à mesure qu'on s'enfonce en profondeur, donc le raccourcissement augmente. Et si le raccourcissement augmente, donc ça veut dire l'aplatissement se généralise et on obtient donc des plis anisopaques, donc dans le niveau structural inférieur, ou bien plus précisément dans la partie supérieure des niveaux structurels inférieurs. Au fur et à mesure que toujours le raccourcissement continue à augmenter, donc bien sûr, donc avec les plis anisopaques, il y a l'apparition de la schistosité, et au fur et à mesure que le raccourcissement donc, continue à augmenter, donc on obtient des plis semblables. Mais dans ce cas-là, on a dit que dans une partie plus avancée dans le niveau structural inférieur, donc la matière devient visqueuse et donc les plis semblables donc, se forment donc, par un mécanisme de cisaillement simple hétérogène ou bien par écoulement. Donc, il n'y a plus de raccourcissement. Donc, ça veut dire les plis semblables. Donc, c'est pour cela on a dit que les plis semblables donc, se forment par le mécanisme d'un cisaillement simple hétérogène ou bien un écoulement. Donc, il n'y a pas de raccourcissement comme dans le cas des plis isopaques qui se forment par flexion ou bien les plis anisopaques qui se forment par aplatissement. Donc, pourquoi? Pour une simple raison. Donc, c'est que dans une partie plus avancée dans le niveau structural inférieur, la matière devient visqueuse. Donc, la matière, donc ça veut dire quand je dis la matière, les roches, donc qui doublent. Donc, ça veut dire que le transport de la matière donc par glissement différentiel, donc ça veut dire dans deux sens, donc sur des plans de cisaillement, donc conduit à la formation des plis semblables. Ensuite, donc quelles sont les structures et déformations associées au mécanisme de déformation qui a conduit à la formation des plis isopaques? Alors, donc, de la même manière, donc, dans cette question, donc, je demande les structures et déformations associées au mécanisme de déformation qui a conduit à la formation des plis isopaques. Donc, la première des choses, donc, il y a structure et déformation. Et il y a un mécanisme de déformation qui a conduit à la formation des plis isopaques. Donc, autrement dit, donc, le mécanisme de déformation qui a conduit à la formation des plis opaques, donc on a vu que c'est le mécanisme par flexion et le glissement bon sur bon. Donc ça, c'est le mécanisme donc, qui a conduit à la formation des plis opaques. Et les déformations associées, donc on a vu que donc, pour ce mécanisme, donc, il y a deux cas. Donc, soit la déformation elle est localisée au niveau de la charnière, soit la déformation elle est localisée au niveau donc, des flancs. Et les structures, bien sûr, donc je vais citer les structures dans le cas où la déformation elle est localisée au niveau de la charnière, et les structures donc, qu'on trouve dans le cas où la déformation elle est localisée au niveau donc des flancs.
Alors, donc on a dit que le mécanisme, donc il s'agit donc des mécanismes par flexion et glissement bon sur bon. Donc le premier cas, lorsque la déformation il est localisée au niveau de la charnière, on a dit que dans ce cas-là, la déformation elle est hétérogène. Donc ça veut dire il y a une extension au niveau de l'extrado et les structures formées sont les fentes de tension et les failles normales. Et à l'intrado, il y a une compression ou bien un régime compressif et les structures associées sont les microplis, les failles inverses et les joints stylolytiques. Dans le cas où la déformation elle est localisée au niveau des flancs, on a vu que les structures qu'on a vues donc, sont donc, les fentes de tension en échelon et on a vu donc les microstructures de Riedel, R et R'. Et bien sûr, donc on avait aussi donc les stries, mais dans le cas des glissements bon cerveau. Donc la dernière question, dans quel niveau structural peut-on trouver les plis isopaques et les plis semblables? Bien sûr. Donc les plis isopaques, on les trouve dans le niveau structural moyen et les plis semblables, donc on les trouve dans le niveau structural inférieur. Donc voilà. Donc ça c'est concernant donc l'exercice numéro 1. Donc voilà les éléments de réponse. Alors, donc pour la différence entre les plis isopaques et les plis semblables. Donc les plis opaques, donc on l'appelle aussi donc plis concentriques ou bien plis parallèles. Donc plis concentriques parce qu'on a dit que donc, se plissent, donc toutes les surfaces donc se plissent autour donc des mêmes centres. Donc c'est pour cela donc on les appelle donc des plis concentriques ou bien plis parallèles. Donc ce sont des plis pour lesquels l'épaisseur des couches reste constante. Donc ce sont des plis qui gardent la même épaisseur au niveau de la charnière et au niveau des plans. Ils sont caractéristiques des déformations superficielles de la croûte et sont fréquemment associés aux failles. Donc ça veut dire ils sont caractéristiques des déformations superficielles de la croûte. Donc ça veut dire c'est la partie supérieure donc de la croûte. Donc ça veut dire c'est le niveau structural supérieur et moyen. Et bien sûr, ils sont fréquemment associés aux failles, comme on a vu, parce qu'on a vu que dans le niveau structural moyen, on trouve les plis opaques, mais associés avec de quelques rares failles inverses. Et dans le niveau structural supérieur aussi, donc c'est le niveau donc des failles, on trouve des failles inverses, mais on trouve quelques rares plis isopaques aussi. Donc c'est pour cela on a dit que ils sont caractéristiques des déformations superficielles, donc ça veut dire la partie supérieure de la croûte, le niveau structural supérieur et le niveau structural moyen. Ils sont fréquemment associés aux failles. Par contre, les plis semblables, ce sont des plis anisopaques, donc ça veut dire des plis qui ne gardent pas donc, la même épaisseur, pour lesquels l'épaisseur des couches ne reste pas constante, et il affiche des charnières gonflées et des flancs étirés. Donc voilà, donc on a dit ça, parce qu'on a dit que les plis semblables, donc ce sont des plis particuliers, des plis anisopaques. Et on a dit que la particularité, il y a trois particularités géométriques des plis semblables. Donc, la première, les plis semblables, ils affichent des charnières gonflées et des flancs étirés. Donc, ça veut dire que l'épaisseur au niveau de la charnière, elle est supérieure
donc à l'épaisseur au niveau des flancs. Donc c'est pour cela, toujours les plis semblables, donc les flancs ils sont étirés ou bien amincis. Donc ça veut dire que l'épaisseur il est petite, mais les charnières ils sont gonflées, donc ça veut dire que l'épaisseur il est grande. Donc ça c'est la première caractéristique, ou bien la première particularité géométrique des plis semblables. Et on a dit aussi que les plis semblables, les limites des surfaces plissées, donc d'un pli semblable, sont identiques. Donc, sont identiques, donc ça veut dire, comment on dit, donc on distingue entre les différentes surfaces plissées par une simple translation parallèle au plan axial du pli. Et la troisième particularité géométrique, on a dit que l'épaisseur au niveau de la charnière des surfaces plissées reste constante. Mais je dis que l'épaisseur au niveau de la charnière des surfaces plissées. Mais l'épaisseur au sens stratigraphique, donc il n'est pas constante. Donc voilà, donc c'est ça les trois particularités géométriques des plis semblables. Ces plis sont caractéristiques de la déformation en profondeur dans la croûte parce qu'on a dit que les plis semblables donc, se forment dans une partie pli avancée dans le niveau structural inférieur. Alors, donc maintenant on va parler donc sur l'allure des plis, l'allure des isogones, des plis semblables et des plis opaques. Donc on a défini les isogones comme étant les lieux à valeur de pondage identique, isopondage, donc sur les différentes couches plissées. Donc selon les plis, les isogones sont, donc il y a trois cas, donc soit ils sont parallèles, ou bien convergentes, ou bien divergentes. Donc là, les isogones, donc parfois ils les considèrent comme un nom féminin, parfois donc un nom masculin. Donc c'est pour cela, parfois ils disent isogones convergentes, parfois convergentes. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est pour cela, moi, donc, je les considère comme un nom féminin. Donc les isogones sont soit parallèles, convergentes ou divergentes. On a dit qu'il y a trois cas. Donc en se basant donc sur ce critère, on a des isogones parallèles, donc c'est le cas des plis semblables, ou bien des isogones convergentes vers le haut ou bien à l'extrado dans les anticlinaux, donc c'est le cas des plis anisopaques et des isogones divergentes, donc vers le haut ou bien l'extrado, dans les anticlinaux, c'est le cas des plis isopaques. Et bien sûr, donc voilà donc le schéma. Donc voilà, donc là, on observe que les isogones, ils sont divergentes à l'extrado. Donc ça veut dire que c'est le cas des plis isopaques. Donc le deuxième cas, les isogones donc, sont parallèles. Donc ça veut dire que c'est le cas des plis semblables. Et le troisième cas, donc les isogones sont convergentes à l'extrador, donc c'est le cas des plis anisopaques. Donc ça c'est en général, donc selon la classification de Ramsey, donc il y a ces trois cas, mais nous donc voilà, donc, nous intéresse seulement à l'allure des isogones, des plis isopaques et des plis semblables. Donc, ça veut dire seulement le premier et le deuxième cas. Donc il faut dessiner un pli isopaque avec des isogones qui sont divergentes à l'extradon, mais on dessine pas assez d'isogones, donc 4 ou bien 5 isogones, donc c'est fait. Juste, il faut montrer que les isogones ils sont divergentes à l'extradon. Donc c'est la même chose donc dans le deuxième cas, donc des plis semblables. Donc il faut dessiner un pli semblable et 4 ou bien 5 isogones parallèles. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc on a dit que les plis peuvent résulter d'une flexion, donc ça veut dire d'un mécanisme par flexion et sans isopaque. Ça veut dire les plis isopaques donc résultent donc des mécanismes par flexion. Et dans ce cas-là, la déformation prédominante selon les cas, donc soit
il se forme par des formations de charnière ou bien des formations de flanc. Donc, autrement dit, donc, il y a deux cas. Dans le cas des mécanismes par flexion, donc soit la déformation il est localisée au niveau de la charnière, ou bien la déformation il est localisée au niveau des flancs. Donc, passer une certaine valeur de raccourcissement, là, donc, en fonction donc, du raccourcissement, donc ça veut dire au fur et à mesure que le raccourcissement augmente, donc la déformation par aplatissement se généralise. Donc, ça veut dire là, donc la déformation maintenant, donc il est plus par flexion, mais donc il est par aplatissement et conduit à des plis anisopaques. Au-delà d'un certain seuil d'aplatissement, la schistosité apparaît. Donc ça veut dire, donc on dépasse un seuil d'aplatissement, donc il y a l'apparition de la schistosité, et au fur et à mesure que le raccourcissement augmente et on s'enfonce en profondeur, donc il y a l'accentuation donc des plissements, peut se faire par ces éléments simples hétérogènes conduisant à des plis semblables. Donc ça veut dire que la matière devient visqueuse et dans ce cas-là, il y a formation des plis semblables par le mécanisme de ces éléments simples hétérogènes ou bien l'écoulement. Donc, les plis opaques se forment par les mécanismes de la flexion et le glissement bon sur bon. Donc, dans le cas des mécanismes de la flexion, les plis opaques se forment par des formations de charnière ou bien des formations de flanc. Donc, on a vu qu'il y a donc deux cas. Soit la déformation est localisée au niveau de la charnière ou bien la déformation est localisée au niveau donc, des flancs. Dans le cas où la déformation est localisée dans la charnière, donc la déformation est hétérogène, avec une extension dans l'extrado et une compression dans l'intrado. Les structures ou les microstructures qu'on trouve dans ce cas, à l'extrado, sont des fonds de tension et des microfailles normales. Celles qu'on trouve à l'intrado sont des joints stylolytiques, des microplis et des microfailles inverses. Donc, ça veut dire qu'à l'extrado, donc les deux structures ou bien microstructures qu'on a trouvées, donc ça veut dire les fonds de tension et les microfailles de normale. Donc, ce sont des structures qui se font par un régime extensif. Et à l'intrado, donc, on avait les trois structures ou bien microstructures qui sont des joints stylolytiques, des microplis, des microfailles inverses, donc se forment par un régime compressif. Et dans le cas où la déformation est localisée dans les flancs, on trouve toutes les structures ou les microstructures associées aux zones de cisaillement simple, parce qu'on a vu que lorsque la déformation est localisée au niveau des flancs, donc il y a un cisaillement simple. Et donc les microstructures associées sont les systèmes de fonds de tension en échelon, donc soit simple ou conjugué, des plans de cisaillement secondaire conjugués de Riedel R et R', et bien sûr, donc il y a aussi donc les stries dans le cas des glissements bon sur bon. Et la dernière question, on trouve les plis isopaques dans les niveaux structuraux supérieurs et moyens et les plis semblables dans le niveau structural inférieur. Donc là, on a dit que dans le cas des plis opaques qui se forment par les mécanismes de la flexion et glissement bon sur bon, donc on a dit que on trouve donc la déformation dictile et la déformation cassante. Donc la déformation dictile, elle est représentée par le pli isopaque et la déformation cassante, elle est représentée par, dans le cas où la déformation est localisée au niveau de la charnière, elle est représentée par les failles normales et les fonds de tension. Et dans le cas où la déformation elle est localisée au niveau des flancs, donc la déformation cassante elle est représentée par les microfractures
donc conjugué de Ridel R et R', et les systèmes de fonte de tension en échelon, donc soit simple ou bien conjugué. Alors, donc on passe au deuxième exercice. Donc, voilà. Je vérifie, est-ce que vous êtes encore là? Parce que j'ai peur qu'il se coupe. Alors, le deuxième exercice. Voilà. Exercice 2. Donc, quel est le caractère clé pour distinguer entre les principaux types de schistosité à une échelle microscopique? Alors, donc, la dernière fois, on a dit que pour distinguer entre les différents types de schistosité mais à l'échelle microscopique, donc ça veut dire à partir de l'observation donc des lames minces avec le microscope optique. Donc ce n'est pas à l'échelle macroscopique, ça veut dire tout ce qu'on observe avec l'œil nu donc sur le terrain, mais tout ce qu'on observe avec le microscope optique. Donc on a dit que le caractère clé, c'est le caractère continu, discontinu que présente à l'échelle de l'observation microscopique, donc le plan de fissilité donc, de la roche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire le plan de fissilité, donc ça veut dire c'est le début de la roche en foyer. Est-ce que on observe un début de la roche en foyer ou pas? Et on a vu que il y a donc deux cas. Le premier cas, on a vu qu'une roche qui présente donc un plan de fissilité, donc ça veut dire un début de la roche en foyer, et on a vu un cas où la roche ne présente aucun plan de fissilité. Donc ça veut dire qu'il y a seulement donc de la schistosité. Et on a dit que dans le cas où la roche présente des plans de fissilité, mais entre les plans de fissilité, il y a donc une zone où on ne trouve pas des plans de fissilité, qu'on a appelé des microlétons. Donc dans ce cas-là, on a dit que dans ce cas-là, la schistosité, elle est de type espacé et est une schistosité non pénétrative. Et on a vu donc l'autre cas, on a vu une roche qui ne présente aucun plan de fissilité, mais il y a seulement donc des plans de schistosité qui ne sont pas espacés. Donc ça veut dire que l'espace est régulière et il est d'échelle de millimètres. Et donc dans ce cas-là, on a dit que cette schistosité, il est de type continu. Et on a dit qu'il est pénétratif. Et donc, on a donné l'exemple de la schistosité de flux. Mais dans l'autre cas où on trouve des plans de fissilité et entre chaque deux plans de fissilité, il y a une zone qui ne contient pas des plans de fissilité qu'on a appelés des microlétons, on a dit qu'en fonction de la morphologie de microlétons et les surfaces qui les séparent, donc ça veut dire les surfaces qui les séparent les microlétons, donc ce sont les plans de fissilité, on a distingué entre deux types de schistosité. Donc, un type où les microlétons ne sont pas déformés, ou bien autrement dit, ne sont pas plissés. Dans ce cas-là, on a parlé donc sur la schistosité de fracture, ou bien la schistosité disjointe, et on a vu donc l'autre cas où les plans ou les microlétons sont déformés, donc ça veut dire microplissés, et on a parlé donc sur une schistosité de crénulation.
Et on a dit que la schistosité de fracture et la schistosité de crinellation, ce sont deux schistosités non pénétratives. Donc, pourquoi non pénétratives? Parce que on a dit que on trouve des zones où il y a des plans de fissilité et on trouve des zones où il n'y a pas de plans de fissilité. Donc, ça veut dire où il y a donc les microlétons. Donc, ça veut dire autrement dit que le volume de la roche n'est pas affecté entièrement par des plans de schistosité. Donc, ça veut dire que ce sont des schistosités non pénétratives. Mais par contre, dans le schistosité de fluide, donc on a dit que donc, tout le volume ou bien de la roche est affecté par des plans de schistosité. Donc, ça veut dire une schistosité de type continu et pénétratif. Donc, c'est pour cela on a dit que c'est le caractère continu ou bien discontinu. Donc, on se base donc sur ce caractère pour distinguer entre les différents types de schistosité. Donc, ça veut dire que c'est le caractère continu ou bien discontinu que présente à l'échelle microscopique donc la roche ou bien le plan de fissilité donc de la roche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que le plan de fissilité, c'est le début de la roche enfouie. La deuxième question, donc, quelle est la relation entre la schistosité et les axes de déformation? Donc là, donc donc ça veut dire la relation entre la schistosité, donc ça veut dire la fabrique planaire. Donc la schistosité, on peut l'appeler aussi donc fabrique planaire de la déformation ductile et les axes de déformation. Donc on a dit que toujours les plans de schistosité sont parallèles avec le plan d'aplatissement X, Y. Et bien sûr, donc le raccourcissement Z, il est perpendiculaire au plan XY. Donc voilà, donc c'est ça la relation entre la schistosité et les axes de déformation. La relation est la suivante. Donc les plans de la schistosité ou bien de la foliation sont toujours parallèles avec le plan d'aplatissement XY. Et l'axe Z des raccourcissements est perpendiculaire au plan d'aplatissement XY. Et la relation entre la linéation et les axes de déformation, précisément donc la linéation d'étirement ou bien la linéation minérale ou bien la linéation de boudinage, parce qu'on a dit que 3 types de linéation avec laquelle on détermine avec précision la direction de l'allongement de l'axe X de déformation, la linéation minérale, la linéation d'allongement ou bien d'étirement et la linéation de boudinage. Donc, ils sont toujours donc, parallèles avec l'axe de déformation X. Quelle est la relation géométrique entre pli et schistosité? Donc, quelle est la relation géométrique entre pli et schistosité? Donc, on a vu que la relation, donc on a dit que en fonction de la lithologie des roches, on a vu que dans le cas où la roche est incompétente, donc la schistosité est parallèle au plan axial des plis. Et on a vu que dans les roches compétentes, donc la schistosité est en éventail. Donc ça veut dire que la schistosité change de direction dans les roches compétentes et quand il change de direction et lorsqu'il rentre donc à nouveau donc dans les roches incompétentes, donc il devient aussi les plans de schistosité deviennent parallèles au plan axial et la schistosité dans ce cas-là dessine une forme géométrique donc en éventail. Donc c'est pour cela on a dit que la schistosité
il est parallèle au plan axial dans les roches compétentes et la schistosité, il est en éventail dans les roches compétentes. Ou bien, on peut, par exemple, donc si on dessine donc un schéma, donc on dit que la schistosité, donc il y a donc deux, donc on raisonne maintenant en fonction de la charnière et des flancs. Donc au niveau de la charnière, donc la schistosité, il est parallèle au plan axial donc des plis. Et au niveau des flancs, donc il y a deux dispositions géométriques. Donc soit la schistosité, il est en éventail, donc ça veut dire il converge vers l'intrado. Et la deuxième disposition, c'est que la schistosité, elle est parallèle entre, ou bien les plans de schistosité sont parallèles entre eux et parallèles donc au plan axial. Donc voilà, donc ça c'est une donc on exprime autrement. Mais voilà, donc il faut chercher donc la manière la plus simple. Ou bien tout simplement, il faut dire que donc dans les roches incompétentes, les schistosités ou bien les plans de la schistosité sont parallèles au plan axial des plis. Et dans les roches compétentes, donc les plans de schistosité donc sont dessinent donc une forme géométrique en éventail. Et donc le phénomène, il s'appelle le phénomène de la réfraction de la schistosité. Parce que c'est le phénomène de la réfraction de la schistosité donc, qui a conduit à la schistosité donc, de dessiner donc, cette forme donc, en éventail. Parce que donc, la schistosité change de direction et après il revient aussi, il devient ou bien il revient aussi donc, parallèle donc, au plan axial. Et donc, cette déviation qui fait la schistosité, donc, qui donne donc, la forme en éventail. Donc, la quatrième question, donc, quel est l'intérêt de la schistosité? Pourquoi on étudie la schistosité? On a dit que le premier intérêt, donc c'est un intérêt tectonique. On a dit que à partir de la schistosité et de la foliation, on détermine le plan d'aplatissement X, Y et le raccourcissement Z. On a dit aussi que la schistosité nous permet de déterminer les conditions de la déformation. Donc, comment? On a dit que chaque minéral, donc il est stable, ou bien chaque minéral il a son propre domaine de stabilité en fonction de la pression et de la température. Et par exemple, on a dit que lorsque sur le terrain, on observe donc une roche, et dans cette roche, on observe par exemple un minéral de la chlorite. La chlorite, c'est un minéral qui est stable à une faible pression et une faible température. Donc, ça veut dire que les conditions de la déformation dans ce cas-là, donc, ce sont des conditions de faible pression et de faible température. Si par exemple, j'observe donc un minéral qui s'appelle la glaucophane, donc c'est une solution solide donc des amphiboles. Donc ce minéral, la glaucophane, donc c'est un minéral qui se caractérise par des hautes pressions et basses températures. Donc une fois j'observe donc le minéral sur la roche, donc voilà les conditions donc de la déformation, ce sont des conditions d'un gradient donc de haute pression et de basse température, ainsi de suite. Donc ça veut dire en fonction des minéraux qu'on trouve donc dans la roche, on peut estimer donc les conditions donc de la déformation. Donc en fonction de ces minéraux, parce que chaque minéral il est stable à une certaine condition de pression et de température. Ou bien chaque minéral il a ses propres conditions de stabilité, donc une pression et une température. Donc, on a dit que aussi, donc, quand on détermine les différents types de schistosité, par exemple, une schistosité de fracture, une schistosité de flux, une foliation,
Donc, ces différents types de schistosité donc, nous permet aussi donc, de se situer approximativement dans le niveau structural inférieur. Donc, si vous vous souvenez, donc, dans le niveau structural inférieur, donc, on a divisé donc, le niveau structural inférieur en trois sous-parties. Donc, une partie ou bien une sous-partie in où on trouve donc la chaise de fracture. Donc, c'est un petit peu en haut dans le niveau structural inférieur. Dans la partie médiane, donc on a vu que on trouve la chaise de flux. Et dans la partie basale, donc la partie qu'on a nommée donc 3, donc on trouve la foliation. Un autre intérêt, c'est que on a dit que la schistosité ne permet de déterminer donc les phases ou bien les épisodes donc de la tectonique superposée. Autrement dit, on a dit que chaque schistosité est associée à une phase de déformation. Si par exemple dans une région ou bien une région est affectée par exemple par trois phases de déformation, donc on peut observer donc trois types de schistosité. Donc une schistosité S1, S2 et S3. La schistosité S1 est associée à la phase de déformation D1. La schistosité S2 est associée à la phase de déformation D2. Et la schistosité S3 est associée à la phase de déformation D3. Mais parfois, par exemple, donc, on n'observe pas, par exemple, on sait que la région elle est affectée par trois phases de déformation, mais par exemple, sur le terrain, à l'échelle macroscopique, donc sur l'affleurement, on observe seulement, par exemple, une schistosité ou bien deux schistosités. Mais la région, elle est affectée par trois phases de déformation. Alors, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ou bien le phénomène qu'on parle dans ce cas-là, donc c'est le phénomène, donc si vous vous rappelez, le phénomène de la transposition. Donc ça veut dire le phénomène de la transposition. Par exemple, donc si dans une région il y a, par exemple, deux phases de déformation, D1 et D2, mais on observe seulement la schistosité S2 et on n'observe pas la schistosité S1. Donc, dans ce cas-là, on dit que la schistosité S2, il a complètement effacé la schistosité S1. Et donc, dans ce cas-là, on parle donc sur le phénomène de la transposition. Mais, à l'échelle microscopique, donc ça veut dire à l'échelle de la mince, on observe la schistosité S1 qu'on n'a pas observé donc à l'échelle macroscopique. Donc, ça veut dire sur le terrain. Mais voilà, donc ça c'est un exemple, mais voilà, donc ne cassez pas la tête. Et il faut retenir que chaque type de schistosité, ou bien chaque schistosité est associée à une phase de déformation. Si, par exemple, on observe donc, trois schistosités dans une roche, S1, S2, S3, on déduit que la roche, ou bien il est affecté par trois phases de formation, D1, D2, D3. Et l'exemple, donc, c'est la schistosité de crénélation. On a dit que la schistosité de crénélation indique indirectement l'existence de deux phases de déformation. Donc, la première phase de déformation, c'est la phase qui a conduit à la formation de la schistosité S1, qui est matérialisée par les microplis des microlithons. Et la deuxième phase D2, elle a donné lieu à la schistosité de crénélation S2, donc qui est matérialisée par l'orientation préférentielle des minéraux fileteux insolubles donc sur les flancs.
Donc voilà, donc il y a deux schistosités dans la schistosité de crénel, c'est une schistosité S1 et une schistosité S2. Donc ça veut dire automatiquement il y a deux phases ou bien deux épisodes de déformation D1 et D2. Donc la dernière question, quels sont les marqueurs tectoniques d'un raccourcissement? Donc voilà, donc on dit les marqueurs tectoniques ou bien les indices tectoniques d'un raccourcissement. Donc on a vu que il y a donc les failles inverses, donc il y a les plis. Donc ça veut dire toutes les structures qui se forment par un régime compressif. Donc il y a les failles inverses, il y a les plis, donc il y a les chevauchements, les charriages. Donc tout ça, ce sont des structures donc, qui indiquent un marqueur tectonique d'un raccourcissement. Alors, donc on va donc regarder donc les éléments de réponse donc de cet exercice ou bien d'exercice numéro 2. Alors, donc la première question, donc le caractère clé donc pour distinguer entre les différents types de schistosité. Donc la distinction des principaux types de schistosité est établie sur le caractère continu, discontinu que présente à l'échelle de l'observation microscopique optique le plan de fissilité de la roche. Et on a dit que le plan de fissilité, c'est le début de la roche enfouie mince. Donc voilà, donc sur le schéma, donc il y a donc l'état initial. Donc ça veut dire c'est la stratification S0, donc c'est à gauche. Ensuite, bien sûr, donc on applique une contrainte compressive donc horizontalement. Donc on obtient donc deux cas. Donc en bas, on voit qu'il y a donc des plans de fissilité S, donc c'est un plan de fissilité. Et on a dit qu'un plan de fissilité, c'est le début de la roche enfouie. Donc ça veut dire, on voit qu'il y a des foyers. Des foyers, donc si vous vous souvenez, donc, en S1, donc les travaux pratiques donc de la pétrographie, vous avez observé donc des schistes et des mécaschistes. Et donc les schistes et les mécaschistes sont constitués par des foyers. Donc les foyers هما donc طريفات ديال les méca اللي كتشوفوا في la roche. Donc هذوك هما le début هذوك هما les foyers ديال la roche. وهذوك هما ce qu'on appelle les plans de fissilité. Mais هذوك par exemple ما كتلقاوهمش في la roche كلها. كتلقاو في certains lieux ومثلا في certains lieux ما كنشوفوش هذوك les donc les foyers. Donc ça veut dire ce qu'on appelle les plans de fissilité. Donc هذوك هما في le schéma لتحت. Donc ça veut dire où j'ai marqué schistosité espacée. Donc on voit qu'il y a donc des plans de fissilité S et des zones qui s'appellent M. Donc ça veut dire microlétons. Donc les microlétons, donc les zones des microlétons, il n'y a pas de plans de fissilité. Donc c'est pour cela on a dit que la schistosité il est de type espacé parce que ce n'est pas parce que le volume de la roche ou bien il n'est pas affecté entièrement par des plans de fissilité. Donc ça veut dire qu'il y a certains lieux où il y a des plans de fissilité et certes d'autres lieux il n'y a pas donc des plans de fissilité. Donc ça veut dire c'est pour cela la schistosité il est de type espacé ou bien non pénétratif. Et on a dit que les zones où il n'y a pas de plans de fissilité, donc ils s'appellent des microlétons. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, on voit que donc S, donc ce sont donc des plans de schistosité, mais ils ne sont pas des foyers, des foyers. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on observe aucun plan de fissilité. Mais S, donc ce sont la schistosité. Donc, c'est la schistosité. Donc, voilà, vous observez que la schistosité, elle est matérialisée par l'orientation préférentielle donc des minéraux, mais il n'y a pas de plan de fissilité. Mais on voit que tout le volume de la roche est affecté par des plans de schistosité. Et l'espace, donc il est régulier entre les plans de schistosité. Donc, dans ce cas-là, on dit que la schistosité, il est de type continu. Et donc, l'exemple, donc, c'est la schistosité de flux.
Donc, dans ce cas-là, on dit que la schistosité, elle est pénétrative. Donc, ça, c'est la première classification. Donc, ça veut dire en fonction de plan de fissilité. Donc, lorsque on trouve des plans de fissilité et entre ces plans de fissilité, donc il y a une zone où il n'y a pas de plans de fissilité, donc ça veut dire des microlétons. Donc, on parle donc sur une schistosité de type espacé. Mais lorsque la roche ne présente aucun plan de fissilité, donc il y a seulement des plans de schistosité, donc, et tout le volume il est affecté par des plans de schistosité, on dit que la schistosité il est de type continu. Donc, ça veut dire que c'est l'exemple de la schistosité de flux. Maintenant, la deuxième classification, donc, c'est la schistosité de type espacé en fonction de la morphologie des microlétons et de les espaces qui les séparent. Donc, ça veut dire les plans de fissilité qui entourent le microléton. On distingue entre deux types de schistosité. Donc, le premier type, il est en haut. Donc, on voit que le microléton, il n'est pas déformé. Donc, dans ce cas-là, on parle donc sur une schistosité disjointe ou bien une schistosité de fracture. Donc, une schistosité de fracture, on peut l'appeler aussi une schistosité disjointe. Donc, c'est pour cela on a dit que la schistosité de fracture, ou bien entre parenthèses, schistosité disjointe, est une schistosité de type espacé et est une schistosité non pénétrative. Et est une schistosité qui se forme par les mécanismes de la microfracturation parallèle et régulièrement espacée et le mécanisme de la pression-dissolution. Donc, le deuxième cas, on voit que les microlétons, cette fois-ci, ils sont plissés. Donc, ça veut dire qu'ils sont plissés. Et donc, c'est micropli, donc, qui définit donc une schistosité S1. Mais les S, donc ça veut dire les plans de fissilité, qui sont matérialisés par l'orientation préférentielle des minéraux filiteux insolubles donc sur les flancs des plis, donc définissent donc une schistosité S2 qui est la schistosité de crénélation. Donc c'est pour cela on a dit qu'il y a donc deux schistosités S1, donc c'est les microplis des microlétons, et la schistosité S2 donc c'est l'orientation préférentielle des minéraux filiteux insolubles sur les flancs des plis, c'est la schistosité S2. Et la schistosité S2, c'est ce qui est la schistosité de crénélation. Donc, ça veut dire donc, il y a deux phases de déformation, il y a deux épisodes de déformation, D1 associé à S1 et D2 associé à S2. Et donc, dans ce cas-là, donc, on part donc, sur une schistosité de crénélation. Et la schistosité de crénélation aussi, donc, est une schistosité de type espacé et non pénétratif. Alors, donc, on a dit que, je reviens donc sur, voilà, donc, je vais signaler ça après. Donc, voilà, donc, ça, on a parlé donc sur le caractère clé, donc, le caractère continu, discontinu, donc, que présente le plan de fissilité à une échelle microscopique. Alors, lorsqu'aucun plan de fissilité n'est observable au microscope, la schistosité est de type continu. Mais le plan de fissilité, on n'en observe pas seulement à l'échelle microscopique. Mais à l'échelle macroscopique, on peut observer donc les plans de fissilité. Mais à l'échelle microscopique, on n'observe aucun plan de fissilité. Donc, dans ce cas-là, on parle donc sur la schistosité de flux. Et l'exemple, donc, c'est la schistosité ardoisière. Lorsque la roche montre des zones de schistosité qui sont des plans de fissilité, séparant des zones appelées microlétons. Donc, la schistosité, il est de type espacé. Donc, ça, c'est la première classification. Donc, ça veut dire une schistosité de type continu et une schistosité de type espacé. Maintenant, on peut aussi classifier donc la schistosité de type espacé. Donc,
Comment? Donc, selon l'intensité de la déformation des microlithons et la morphologie des surfaces qui les séparent, donc ça veut dire la morphologie des plans de physicalité et la déformation des microlithons. Est-ce que le microlithon il est déformé ou bien non déformé? Donc, on distingue entre deux types de schistosité. Donc, la schistosité disjointe ou bien la schistosité de fracture et la schistosité de crénulation ou bien schistosité par microplie. Donc, ça veut dire dans la schistosité disjointe ou bien la schistosité de fracture, donc le microlithon n'est pas déformé. Mais par contre, dans le cas de la schistosité de crénulation ou bien la schistosité par microplie, donc le microlithon, il est déformé ou bien microplissé. Alors, remarque, la schistosité de flux est une schistosité continue et pénétrative. Donc, tout simplement parce que la déformation affecte tout le volume rocheux. Donc, ça veut dire que tout le volume de la roche est affecté par des plans de schistosité. Donc, c'est pour cela, donc, il est une schistosité de type continu et pénétrative. Et les schistosites de fracture ou bien disjointes et de crénulation sont discontinues ou bien de type espacé et non pénétratif. Maintenant, la relation entre la schistosité et les ellipsoïdes de déformation. Donc, on a dit que tous les types d'éléments planaires, donc ça veut dire schistosité foliation, sont dans le plan XY. Donc, ça veut dire parallèle avec le plan XY de l'ellipsoïde de déformation. Donc, c'est le plan XY, donc c'est le plan d'aplatissement. Et Z, qui est le raccourcissement, est perpendiculaire au plan donc, de la schistosité, ou bien perpendiculaire donc, au plan d'aplatissement XY. Donc, la relation géométrique entre pli et schistosité, on a dit que dans la charnière, les plans de schistosité, là, donc il faut dessiner donc un pli. Et donc sur ce pli, donc il faut dessiner la schistosité. Et bien sûr, dans le pli, il faut dessiner donc deux roches, une roche qui est compétente et une roche qui est incompétente. C'est comme le schéma donc du cours. Et donc, vous observez que dans la charnière, les plans de schistosité sont à peu près parallèles au plan axial des plis. Et dans les flancs, il y a donc deux dispositions sont possibles. Donc, les plans de schistosité sont disposés en éventail. Donc, ils convergent vers l'intrado des plis. Et deuxième disposition, donc les plans de schistosité sont parallèles entre eux et au plan axial des plis. On dit que la schistosité est de plan axial. Donc, ça, c'est une manière donc d'exprimer donc la relation géométrique entre plis et schistosité. Et il y a donc l'autre manière qu'on a expliqué donc au cours. Donc, ça veut dire que dans les roches incompétentes, donc les plans de schistosité sont parallèles au plan axial des plis, et dans les roches compétentes, donc les plans de schistosité changent de direction. Et bien sûr, donc s'il change de direction, donc il dessine une forme géométrique en éventail. Donc c'est pour cela on dit que dans les roches incompétentes, les plans de schistosité sont parallèles au plan axial des plis, et dans les roches compétentes, la schistosité elle est en éventail. Donc tout simplement. Et bien sûr, dans les roches incompétentes, toujours la schistosité qu'on trouve dans les roches incompétentes, c'est la schistosité de flux. La schistosité de flux qu'on trouve dans les roches incompétentes. Mais dans les roches compétentes, on peut trouver donc soit la schistosité de fracture ou bien la schistosité de crénulation. Mais on ne trouve jamais donc une schistosité de flux dans les roches compétentes. Donc, dans les roches compétentes, on trouve souvent la schistosité de flux.
Mais dans les roches compétentes, on trouve donc soit la schistosité de fracture ou bien la schistosité de crénulation. Donc l'intérêt de la schistosité, donc on a dit que la schistosité renseigne sur les conditions de pression et de température, donc de la déformation. Donc avant, on a dit que à partir donc de la schistosité, la foliation, on détermine le plan d'aplatissement X, Y qui est parallèle avec les plans de schistosité et le raccourcissement Z qui est perpendiculaire au plan d'aplatissement X, Y ou bien au plan de schistosité. Il y a la reconnaissance des différents types de fractures, plis et foliations permet de se situer approximativement dans le niveau structural inférieur. Comme on a divisé le niveau structural inférieur en trois sous-parties. Donc la sous-partie in, on trouve donc la schistose de fracture, donc c'est la partie sommitale. La partie médiane, ou bien la sous-partie médiane qu'on a nommé 2, donc on trouve la schistose de flux, et la sous-partie basale, donc on a nommé 3, on trouve donc la foliation. Et donc tout ça, donc c'est dans le niveau structural inférieur. Parce que c'est dans le niveau structural inférieur où on trouve donc la schistosité et la foliation. Donc la schistosité permet de mettre en évidence les phénomènes de tectonique superposée qui sont très fréquents dans le niveau structural inférieur. Donc une schistosité plissée indique indirectement l'existence de deux épisodes ou bien phases ou bien stades de déformation. Donc on dit un épisode de déformation ou bien une phase de déformation ou bien un stade de déformation. Donc voilà l'exemple, donc c'est la schistose de crénulation. Donc la schistose de crénulation, donc il y a deux schistosités, une schistosité S1 matérialisée par les microplis des microlétons et une schistosité S2 qui est matérialisée par l'orientation préférentielle des minéraux donc fileteux insolubles donc sur les flancs des plis. Donc une schistosité S2 qui définit donc qui est une schistosité de crénulation. Donc bien sûr, tant qu'il y a une schistosité S1 et une schistosité S2, donc ça veut dire qu'il y a deux épisodes donc, de déformation, D1 et D2. Donc les marqueurs ou bien les indices tectoniques d'un raccourcissement donc sont, on a dit que ce sont les structures géologiques qui se forment par un régime compressif, des plis. Donc il s'agit de marqueurs tectoniques prouvant un raccourcissement qui s'effectue de façon continue. Donc, de façon continue, donc ça veut dire un marqueur donc d'une déformation non continue, ou bien dictile. Donc il y a les failles inverses, donc ces autres marqueurs tectoniques prouvent un raccourcissement aussi, mais contrairement aux failles normales, parce que les failles normales témoignent donc d'une extension. Donc les failles normales témoignent d'une extension ou bien d'un allongement, ou bien un marqueur d'un allongement, mais les failles inverses, donc ce sont des structures donc, qui prouvent un raccourcissement. Et le raccourcissement, bien sûr, donc s'effectue donc de façon donc discontinue. Il y a donc des charriages, donc nappes de charriage. On a dit que voilà donc la définition d'une nappe de charriage, ensemble de terrain qui a été déplacé, donc ça veut dire alloctone, et venir recouvrir un autre ensemble autochtone dont il était éloigné donc à l'origine. On a dit qu'une nappe de charriage est une nappe qui est constituée par un ensemble de terrain alloctone qui se déracine donc de son origine et déplacer et venir recouvrir un autre ensemble de terrain autochtone qui est en place, qui ne bouge pas. Et il y a aussi donc le chevauchement. Chevauchement, on a dit que c'est une superposition verticale de deux ensembles de terrain dont la succession n'est pas normale, donc il est anormal. Donc ça veut dire que les terrains les plus anciens, ils sont en haut, et les terrains les plus récents, ils sont en bas.
Et donc, la superposition de ces écailles entraîne l'épaississement donc, de la croûte. Donc, ça veut dire que la superposition donc, de ces terrains donc, entraîne un épaississement de la croûte. Donc, ça veut dire que la croûte devient plus profonde. C'est-à-dire, c'est ça, donc, l'épaississement donc, de la croûte, que la profondeur de la croûte devient très, très importante. Donc voilà, donc c'est ça, donc les marqueurs, donc, ou bien les indices tectoniques d'un raccourcissement. Donc voilà, donc comme ça, donc on a terminé donc la troisième et la dernière série des travaux dirigés. Donc si vous avez des questions, donc je vous écoute. Donc je vous remercie donc tout d'abord.